Et salut à tous, les kids. Ouais, pas d'enthousiasme là, c'est raté. Ouais. C'est ma phrase d'accroche en ce début de saison. Ça va durer 1 ou 2 épisodes encore et puis après j'abandonnerai pour quelque chose. Ouais, voilà, d'autres. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'horreur du dimanche. L'émission au cours de laquelle nous parlons de cinéma d'horreur au sens large. En toute détente ici, pas d'actualité, pas d'analyse pertinente. Simplement des films dont on a envie de parler, regroupés de façon plus ou moins douteuse derrière de vagues thèmes. Après 35 épisodes, je ne suis toujours pas capable d'expliquer simplement le concept de l'émission. On en tirera les conclusions nécessaires plus tard. Bon, en résumé, c'est l'émission du frisson mou. Bouh. Merci. Bouh. Alors, aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour plusieurs raisons. Lola m'a enfin convaincu que j'étais has-been alors que je me félicitais d'avoir enfin installé l'application Instagram. Vous connaissez Insta ? T'as installé Insta et je sais pas comment. Vous connaissez les réels. Bon, cela dit, j'utilise encore l'expression has-been, comme s'il fallait que je vous prouve que je suis assurément ringard. Je connais un type qui connaît les réseaux, t'inquiète, m'a dit Lola. Ok. Et là, quelle fut ma surprise ? Cet homme brillant, successful, dont elle me parle, fort de centaines de milliers de followers sur les réseaux, parce qu'il est drôle, tout simplement. Et en plus, c'est un gars de mashcool, comme on dit. Non, mais alors là, je suis pas chauvin, mais quand même... Il fallait absolument que nous le rencontrions. On s'est tapé plein de potes relous de Lola, mais aucun n'avait cette ligne à son CV. Et puis, je me suis dit, bon, vous allez voir, je suis sympa, je me suis dit quand même, il a du talent, c'est un frérot de mashcool, on va lui offrir comme tremplin de participer à notre émission qui brasse de la moula en masse, écoutez Worldwide, pour booster un peu sa notoriété naissante. Alors on s'est fait belles et beaux, Lélé en mode Twitchos, parce que t'es un peu streamer maintenant. Ah ouais, apparemment, ouais. Lola, tu t'es pas fait belle, en fait. Et agréable. Et Camille, notre influenceuse lifestyle, toujours pointue. Je me suis fait Belzébuth. Oh là là, ouais. Madame à 65 ans, bonsoir. Il y a un jeu de mots un peu truculent. Ouais, on l'avait. Et tout ça pour accueillir le M, Mathis Store. Moi, j'ai mis mon cardigan. Avec mon cardigan, comme si j'avais 20 ans. Complètement barre, j'oublie mon âge. Bonne niche finie, j'ai vergondage. Moi tout ce que je veux, ouais, c'est juste danser. Comme disaient jeunes, je m'enjailler. Alors Mathis, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que peut-être tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas déjà ? Eh ben, merci à vous, merci pour cette introduction et cette promo de dingue. Je suis passé sur Énergie, mais à côté, c'est rien. À côté de cette introduction. Quel honneur d'être dans de l'horreur du dimanche. Moi, c'est Mathis, West Coast représente, comme tu dis, on vient de Mashcool. Ouais. Et je fais des vidéos sur les réseaux sociaux. J'essaye de faire rire les gens. Moi, je fais pas du tout de l'horreur. Non, ouais. Je fais de l'humour. Oui. Et voilà, j'ai ce personnage de Sylvie, qui est la maman, avec son cardigan. Et voilà, dans les grandes lignes. Eh ben oui. Eh ben écoute, t'es pas si éloigné de notre univers. Mais il paraît que toi, t'es pas un grand fan des films d'horreur. C'est pas trop ton truc à la base. Du tout. J'aime pas ça, j'en consomme pas. C'est horrible, je casse l'ambiance déjà, mais bon, on arrête. Non, c'est fin de l'épisode. Non, c'est pas un truc qui m'anime, quoi. Enfin, je vais pas aller de moi-même regarder un film d'horreur, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons décidé de déroger à la règle sacrée habituelle de l'invité qui est roi, et nous avons choisi 4 films pour essayer de te traumatiser un peu, mais sans te décourager non plus. Et à la technique, celui qui n'a pas montré une minute de sérieux depuis notre arrivée, il nous distrait chaque instant, si bien que je n'ai pas pu me concentrer une seule seconde. C'est un réel bouboute en train. Il est le facétieux gardien de ses liens, la bise, la brisse, comme un aristocrate. L'horreur du dimanche, épisode 35. Épisode spécial, épisode spécial, on fait peur à Mathis, je vois déjà la miniature YouTube. Là. C'est parti, c'est maintenant, et on va commencer avec le film que Camille a sélectionné. Camille, quel est ce film ? Psychose, tout simplement. Un classique.
il n'y aura plus d'eau chaude pour les autres. Ça, Ouais. c'est sûr. Ouais, C'est clair et net. l'éco-anxiété, là. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Eh bien, c'est une première. Donc, Mathis, on va te demander de résumer un peu le film. Et puis après, tu vas Ouais. tu vas nous dire ce que tu en as pensé, honnêtement. Ok, alors, résumé avec mes mots de compréhension. En gros, c'est l'histoire d'une meuf qui a fait un recouvrement de cils, qui a des très grands cils, des yeux très grands ouverts, qui vole $40,000 et qui se prend une Tesla pour aller rejoindre son mec, son plan cul à l'autre bout de la ville. Elle se retrouve dans un hôtel miteux et finalement, il y a une drag queen qui la tue. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Je pense que vous avez tous reconnu Psychose. Voilà ce que j'en ai compris. Il faut que je dise ce que j'en ai pensé. Ouais. C'était une première, tu l'avais pas vue. Hein. C'était une première. Alors, je connaissais dans les grandes lignes et je connaissais notamment la scène mythique de la douche. Bah ouais. Parce que je suis un très grand fan de Rihanna et parce que Rihanna a repris cette scène. Elle a repris le rôle de Marion Crane dans Bates Motel. Shine bright like a diamond. Excellent. Ouais, c'est préparé. Hein. Et donc, ouais, je connaissais cette scène, mais je connaissais pas toute l'histoire. Et en vrai, j'ai bien aimé. Ouais. Je vous spoil un peu. Parmi les 4 films que vous m'avez demandé de regarder, c'est celui que j'ai préféré. Ouais. Malgré que, parce que j'avais un peu d'appréhension, je me dis vieux film des années 60, ça va être un peu. Et c'est celui que j'ai préféré parce que déjà, c'est celui qui m'a fait le moins peur. Ouais. C'était assez soft à regarder. Et je trouve que c'était des belles images. Ouais. Je trouvais ça assez joli. C'était c'était en noir et blanc, mais c'était très les plans de Marion Crane dans la voiture et tout ça. Ouais. Enfin, je trouvais ça très esthétique. Et je crois que ça a été repris d'ailleurs dans des clips. Ouais. Et genre, ça t'a pas paru aussi assez moderne un peu, tu vois, comme parce que finalement regarder. Mais qui veut que tu dises oui. Moderne, c'est à peu près 7 décennies. Je ne dirais pas moderne, mais non. Non. Voilà, tout bonnement non. Non, je dirais pas moderne, mais non, parce que la scène de la douche là. Ouais. J'ai trouvé ça même. Enfin, aujourd'hui, quand je le regarde avec les yeux d'aujourd'hui, c'est ringard pour moi. Oui, il y a plein de trucs Parce qui sont que dépassés d'un point de vue un petit peu de la manière de faire. Ouais. Mais je me demande, à l'époque, ça faisait peur aux gens, premier degré. Les gens, ils avaient peur quand ils voyaient, parce que quand elle joue la morte, c'est pas que c'est mal joué, mais c'est que c'est. Non, tu joues mal la morte. On voit que c'est faux. Enfin, je veux dire, les réactions sont. Il y a un temps de latence entre le moment où il y a le couteau et le moment où elle est sur. Elle est en train de mourir. Enfin, je trouve ça un peu. Je sais pas. C'est plouc Hitchcock, voilà. Il dit n'importe quoi. Attendez, je tiens à dire qu'on s'est enquillé 3 verres de Prosecco avant de venir. C'est pour ça qu'on est un peu pompette et que je me permets de dire ce genre de choses. Déjà parce qu'on peut être septuagénaire et sexy, moi je trouve. Je parle en connaissance. Tu parles en connaissance de Toujours plus. Toujours plus. J'essaie de pousser de plus en plus. Mais tu parles d'Hitchcock qui est sexy. Oui, parce que là, j'avais pas la alors Hitchcock, non, mais je trouve que le film, il est quand même très un peu sexy, je trouve. Et surtout, non, mais parce que par rapport à cette scène de douche, il y a quand même toute une histoire autour de la censure. Parce qu'à l'époque, en fait, tu pouvais pas montrer des seins et des scènes trop gore sans te faire couper le film. Donc du coup, c'est pour ça que Hitchcock, il a pris 1 semaine pour tourner cette scène de douche. Parce qu'il explique, en fait, il a été obligé de tourner genre en slow motion pour vérifier à chaque endroit qu'on voyait pas genre un bout de sein ou un truc, tu vois, qui aurait pu être censuré. Et c'est vrai qu'on ne voit pas le couteau qui rentre dans le corps, en fait. Non. Tout est suggéré par 70 plans dans cette scène. 70 plans. Ouais. 70 images avec un monteur qui a bien fait le taf parce qu'en anglais on dit to cut pour dire monter et voilà. Alors c'est une chronique très prof de cinéma. Même avec je sais pas où on est là. 3 verres, j'en ai rien à foutre. On n'est plus dans l'horreur du dimanche. Il n'y a plus rien qui m'arrête. En tout cas, merci beaucoup pour ce résumé parce que je trouve qu'il est parfait. Ouais. Parce qu'il ne gâche pas non plus l'intrigue. Oui. Voilà, parce que ce film, moi, c'est un film que j'adore et je trouve que c'est un film qui fait peur parce que c'est pour moi un film qui t'emmène d'un point A à un point B auquel tu n'aurais jamais pensé. En fait, il y a une espèce de rupture dans le film
au bout de la 45e minute. Pour ne pas, oui, on a l'impression que le danger vient notamment du flic à un moment donné. Au début. Oui, et puis surtout, il y a un renversement avec cette scène de la douche qui fait que en fait, on perd notre héroïne et qu'on se retrouve tout con en fait, à se dire du coup, qu'est-ce qui se passe, avec qui on est là maintenant. Et ça, c'est quand même très moderne pour l'époque. Et même aujourd'hui, en fait, il y en a beaucoup qui ont essayé de faire ça et c'est difficile de pas nous ennuyer en fait en faisant ce genre de procédé. Juste quelques mots sur ce film. En fait, c'est un film, donc alors j'ai noté 47e long métrage de Hitchcock. Genre le mec vraiment est malade mental. Et c'est entre La mort aux trousses et Les oiseaux. La mort aux trousses qui avait très bien marché mais avec un très gros budget. Enfin, c'est la scène. C'est un film dont la scène est très connue. C'est un mec qui se fait poursuivre par un avion dans un champ de maïs. Je sais pas si tu vois, Mathis, non. En gros, c'est un truc qui coûte très cher à faire, parce qu'il l'a vraiment fait pour le coup. Et donc, avec Psychose, on est sur un film beaucoup moins cher, avec une équipe réduite, et un film qui a été tourné en 9 semaines, donc assez rapide, sans grande star, parce que c'est Janet Leigh qui s'y colle. Elle est quand même assez indépendante. Elle se lance un peu dans du cinéma, comment dire, pas indépendant tout à fait, mais en tout cas qui ose des choses, quoi. Ouais. Et effectivement, c'est un film qui est inspiré d'un roman de R. Bloch. Je n'ai même pas pris la peine d'écrire le prénom, je ne sais pas. Roman, on va dire. Roman Bloch, à propos d'un vrai tueur dans les années 50, un vrai tueur américain. Et Hitchcock s'empare de ce scénario, il lit à peine le livre, il le dit, il dit moi je ne suis pas intéressé par le scénario ou les personnages. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'image et la photo et la musique. Et donc c'est un film... Ce dont un livre est dépourvu, a priori. Oui. Donc c'est bien la peine. Merci pour Roman Bloch ou René, on ne sait pas, mais bref, ou Robert. Anyway, du coup, c'est vrai que c'est un film très sensoriel. Moi, je trouve Psychose. Il y a énormément de travail sur comment on place la caméra, comment est-ce que on fait ressentir au spectateur quelque chose de grave, et surtout ce que j'aime bien, c'est que c'est un film dans lequel l'horreur surgit mais sans création de suspense. En fait, il y a très peu de suspense, d'un seul coup ça explose et on se dit d'accord, c'est arrivé. Il y a des premiers screamers dans ce film, je trouve aussi, mais justement pas amorcés avec un hors-champ ou quelque chose que tu vois pas, mais juste d'un seul coup la musique qui démarre et ce personnage qui surgit avec son couteau d'un endroit où tu l'attends pas trop en fait, quoi. Genre quand dans la maison, surtout. Ouais, dans la maison, quand il attrape le flic là. Ouais. J'ai l'impression que la musique est très présente aussi. Ouais. Tout à fait. Moi, c'est un film. Alors j'ai écouté des podcasts avec des gens beaucoup plus intelligents que moi. C'est hyper méta en fait là. Qui parlaient qui parlaient justement de Psychose, et ils utilisaient un mot que j'aimais bien. Ils disaient que c'est un film qui crée des acouphènes d'images. En gros, quand tu écoutes la scène là qu'on vient de passer, tu vois les images de cette scène-là, avec ces cordes là qui descendent, et en fait c'est le moment où elle meurt. Et quand tu vois la scène, t'as besoin d'entendre cette musique-là. C'est un film pour qui avoir les fonctionne, coups de couteau en même temps que l'image. Exactement. Très très malin d'avoir fait ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Donc il y a vraiment cette volonté de s'attacher à l'image et à la photo dans ce film. Il y a aussi la volonté de faire ressentir aux masses, ce que Hitchcock appelle les masses, donc aux spectateurs, c'est nous, les blaireaux. Ouais, une belle manière de désigner son audience. C'est vraiment comme ça qu'il parle. Quand il parle avec Truffaut. Les masses. Je suis vraiment tellement une bourgeoise snob. Écoutez, on a la vie qu'on veut. Du coup, j'ai écouté une discussion entre Truffaut et Hitchcock qui parle justement du fait de manipuler les masses et de leur faire ressentir justement de l'effroi. Donc c'est là où, pour moi, c'est un vrai film d'horreur dans ce que ça propose en termes de sentiments. Après, je ne veux pas monopoliser la parole, et surtout il y a tellement de choses qui ont été écrites sur ce film que je vous invite à le voir, parce que je trouve que c'est un film qu'on a toujours la sensation d'avoir beaucoup vu, alors qu'en fait on a vu que cette scène de douche là, ou les reprises de cette scène, mais en vrai c'est un film qui mérite d'être vu pour ce qu'il est, quoi. Il est quand même très intéressant, il soulève des questions évidemment psychologiques et psychanalytiques très intéressantes, et il tient vraiment la route encore maintenant, je trouve. Ouais, et il y a des gens qui sont nés le jour où Psychose est sorti, qui sont... alors,
retraités théoriquement, mais avec la réforme des retraites, je pense qu'ils sont limite, quoi. Mais ils sont à la moitié de leur trimestre, je pense. Dommage. Mais non, mais pas maintenant. Pour dire que c'est, enfin, tu vois, c'est un film qui a 64 ans, quoi. C'est quand même, quand même hallucinant. Lola, on t'a pas entendu. Oui, Psychose. Ouais, moi évidemment, j'ai fait un peu de cours de cinéma, donc je l'avais déjà vu et j'adore ce film. Hein. C'est pas le seul Hitchcock que j'ai vu, mais celui-là est pour moi un des plus marquants. Je dis ça en face de l'affiche de Vertigo que j'aime pas tellement finalement. Donc Sueur froide en français. Oui. Mais non, Psychose, pour moi c'est un film génial et très très avant-gardiste sur plein de points. Maintenant je vais pas le spoiler. Tu parlais c'était quoi le nom de la personne qui avait influencé le personnage de... T'as dit le nom de quelqu'un tout à l'heure. Un roman. Ah, le roman Airblock. Et c'était par rapport à quoi? En fait, c'est un mec qui a écrit un roman dont est tirée l'histoire de Psychose. Okay. Et il a écrit ce roman d'après Ed Gein, qui était apparemment un tueur des années 50. Voilà, non, c'est ce que j'allais dire, parce que c'est marrant, parce que je me suis acheté la BD que je vous recommande, Ed Gein, Autopsie d'un tueur en série. Ah bah voilà. Et donc qui a inspiré le personnage de Norman Bates, qui était un tueur en série et un profanateur de tombes, voleur de cadavres en l'occurrence. Quelqu'un de très sympathique. Sympathique. T'es content d'être venu, Mathis? Bonne ambiance. mais qui était d'après ce que j'ai pu dire, quelqu'un de beaucoup plus, c'est bizarre de dire ça, mais attachant que Norman Bates, qui est méchant en fait, qui est un vrai méchant. Après, bon, moi je trouve un peu mime ce début, ouais. Oui, mais il est fou. Enfin, je veux dire, c'est le mauvais fou en fait quelque part. À l'époque, je sais pas comment on parlait de la maladie mentale, tu vois. Enfin, c'est sans doute un film qui a beaucoup de références psychanalytiques, mais qui n'était pas forcément entendu et bien vu, et notamment le fait de s'habiller en femme quand on était un homme. Ça a été très très mal pris. Je sais que Ed Gein, il a véritablement voulu être une femme, à tel point qu'il a essayé de se couper le pénis avec une paire de ciseaux. C'est pas le cas de Norman Toujours Bates. content là. On rentre dans le deep là. Mais non, Psychose, pour moi, c'est plus un film noir aujourd'hui quand on le regarde. À l'époque, il me semble effectivement que ça a fait très très peur, mais c'est un film fascinant à tel point qu'il y a eu quand même Gus Van Sant qui a fait un remake plan pour plan, qui n'a pas grand intérêt à part le fait d'être en couleur, et que j'ai regardé. C'est vraiment un délire de Técos, quoi. En fait. Ouais, c'était vraiment... c'est juste pas les mêmes acteurs et actrices, et il y a de la couleur, mais il a pas vraiment parce que direct, utilisé... ça aurait fait moins peur, là, avec les mêmes... Non, mais tu vois, il aurait pu utiliser plus de sang, la couleur rouge, tout ça, mais en fait, déjà, dans Psychose, il y a très peu de sang. La scène de la douche, il n'y a quasiment aucune éclaboussure. En fait, c'est du coulis de chocolat, figurez-vous. Bah oui. Voilà. Merci tout le monde le sait. Oui, il y a la scène avec l'eau dans la baignoire. Qui s'en va. Ouais. En fait, c'est du coulis de chocolat. Ils ont fait plein de tests avec plein de trucs. Mais pourquoi ils pouvaient pas mettre du faux sang? Parce que en noir et blanc, ça sortait pas bien. On ne voyait pas assez, quoi. Donc eux, l'idée c'était de pouvoir je crois amendre le coup. J'ai cru lire que le fond des toilettes c'était très tabou. Oui. Ça à l'époque. Oui. Mais pourquoi? Parce que pareil, ça fait partie des trucs de la censure de tu montres pas des chiottes. D'accord. Ok. On montre pas de cuvette. Ouais, c'est puritain, ouais, on sait pas trop des fois. Mais le côté film noir, à la fois je capte et à la fois je trouve que c'est quasiment pastiche ou parodique du film noir, parce qu'il y a des passages très comiques. La voiture qui veut pas couler dans les temps, par exemple. Il y a plusieurs quiproquos aussi qui fonctionnent très bien et qui désamorcent le côté un peu plombant ou déprimant que peut avoir un film noir. Et moi, je me souvenais plus parce que je l'ai vu il y a très longtemps et j'étais super content de le revoir parce que en vrai, Maxime m'avait donné envie de le revoir vu qu'il y a cette super maison à la fin. Ouais. Ça m'a rappelé que j'avais vu ce film il y a longtemps et qu'il fallait que je le revoie. Et je me souvenais plus qu'il y avait autant de passages qui m'ont fait sourire, qui m'ont même fait rigoler parfois.
et qui désamorce en fait ce côté grave ou film noir de l'histoire. Ça te fait rigoler aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'en 1960 bah, c'est fait exprès, je pense. Le passage de la voiture là, c'est comique pour moi quand même. Enfin, je trouve. Je sais pas s'il l'avait fait comme ça, mais. Ouais. Mais oui, mort de rire devant Psychose. Ah, j'étais MDR, ouais. J'étais plié par terre. Une série de podcasts avec, à écouter avec Léo, qui vous explique ce qu'il y a de marrant dans les films d'Hitchcock. Ok, bon, c'est dur de s'apesantir un peu plus sur Alfred. Sur un. Putain, c'est le premier d'Alfred dont on parle. Oui. Bon, après, voilà, il y a énormément de choses qui ont été dites et je pense que c'est compliqué de rajouter notre grain de sel. Non, mais... On ne s'en privera pas. Attends. On vient quand même de le faire. Et du coup, on va peut-être passer au film d'après. Et le film que j'ai sélectionné pour ce soir, le film que j'ai choisi de montrer à Mathis, c'était The Descent, La Descente. Okay. Sarah. Okay. Listen to me. Keep breathing. Okay. Hey. Okay. Look at me, Sarah. Hey. What are you so worried about, Sarah? Look at me. Okay, breathe. Okay, hey, listen to me. What are you afraid of? What are you so afraid of? You can move. Sarah, look at me. Listen, the worst thing that could have happened to you has already happened, okay? And you're still here. This is just a poxy cave, and there's nothing left to be afraid of, I promise, okay? Hey, listen. Listen to me, you love this one. How'd you give a lemon an orgasm? Come on, don't say it. How'd you give a lemon an orgasm? What did you do? You took a citrus. Okay, that's better, come on. Okay. All right, we're gonna move now. Take hold of my arm, all right? I'm gonna move slowly, that's it, grab my arm. Okay, come on. Just slowly, okay? Voilà. Alors Léo nous disait en off que j'ai choisi le pire extrait que je pouvais choisir. Je veux dire, il y a 1h30 de film, tu as choisi le gémissement. C'est vraiment cet extrait que tu nous as choisi, Thomas. Je vais en parler à mon psy, ouais. Mathis, ça t'a plu, The Descent? T'as peut-être envie de le résumer? Nul à chier. Je sais pas ce que je fous là. Non, je suis violent. Non, en vrai, alors ça m'a fait plus peur que Psychose. Mais j'ai trouvé ça encore une fois un peu ringard. Pardon. Non, dans le sens où je crois que c'est un film de 2005, 2004. Ouais, voilà. 2005. Bon, j'ai eu peur au début. Ouais. Parce que je savais qu'il allait y avoir une bête et que voilà. Une fois que j'ai vu la bête, c'était presque comique. Ouais, il la montre un peu trop. Ouais. Il la montre un peu trop et c'est un peu du trop déjà vu. Et il y a des extraits qui sont un peu... je vais pas tout raconter, mais quand il y a la pote... Si, on veut ton résumé. Vous voulez mon résumé? Ah ouais. Bon, c'est les meufs qui descendent dans une cave et ils n'arrivent pas à ressortir et puis voilà, elles sont tournées dans la cave. C'était la version trash. Mais des meufs, elles vont faire de la spéléologie et elles descendent et puis elles n'arrivent pas toutes à ressortir parce qu'il y a des bêtes dans cette cave. Mais qu'est-ce que je voulais dire? T'étais en train de dire que ça t'avait un peu gavé à partir du moment où on voyait la bête, quoi. C'était un peu trop déjà vu. C'est des films d'horreur qu'on a vus et revus. On sait ce qui va se passer. C'est un peu trop attendu. Et puis il y a des côtés un peu presque comiques dans le sens où t'as la pote qui va couper la jambe de sa pote. Enfin, c'est un peu film d'action. Tu vois, c'est plus film d'action que film d'horreur. Tu vois. Ouais. J'ai trouvé ça un peu. Mais tant mieux, parce que moi qui n'aime pas les films d'horreur, donc je préfère ça que de me chier dessus dans le lit. mais voilà, c'est pas. Enfin, je pense que c'est pas le meilleur de l'horreur de ce qu'on peut faire, non? Et pourtant, c'est ton film préféré. Il n'a donc aucun goût. Voilà. Tu crois pas si bien dire. Moi, je vais en reparler un peu parce que donc The Descent, tu le disais, hein, je sais pas si tu l'as dit, mais c'est un film qui est sorti en 2005, si tu le disais. C'est un film britannique qui a été réalisé par l'illustre Neil Marshall, qui est, on va dire, un cinéaste aux goûts les plus douteux, s'il en est. Et donc au casting, on va retrouver. Alors, c'est pas des gens qui ont fait grand chose, mais il y a donc Shona McDonald qui joue le rôle de Sarah, Nathalie Mendoza qui joue Juno, Alex Red
et pas Axel Red, qui joue Elisabeth. Saskia Mulder, désolé. Saskia Mulder qui joue Rebecca. Renaud qui joue la créature. Qui joue Rebecca Vernet. Petite fille dans le fond de la grotte. Non. Ça vous gêne pas que j'essaye de faire une émission? Non, c'est bon. On chante. Miana Bering qui joue Samantha et Nora Jane Noon qui joue Holly, et c'est que des meufs. C'est vrai. Donc, alors, bon, il est quand même difficile pour moi de vous parler objectivement de The Descent. C'est un disclaimer, tant le film a compté. En réalité, c'est honteux de l'avouer ici face à un micro, mais bon, je devrais plutôt en fait en parler à un professionnel de santé. Mais The Descent, je crois que c'est probablement mon film préféré. Non mais c'est pas possible, il n'a pas le goût de pas de palais. Enfin, c'est le 35e épisode. Et pire encore, je pense que j'ai probablement repensé à The Descent au cours d'importants moments de ma vie, des moments intimes, de ma vie psychique, j'entends. Ouais, j'ai beaucoup d'informations à process là. Oui. J'ai probablement fait certains choix décisifs, parfois, je crois, à cause d'eux ou grâce à, je ne sais pas, The Descent. En résulte une vie parfaitement équilibrée. Mais tu fais de la spéléologie, on n'est pas au courant. Qu'est-ce que c'est? Tu pars en forêt, tu te mets à courir partout. Vous allez voir, j'y viens. Une carrière flamboyante et surtout un mental d'acier. Lorsque la noirceur et le désespoir m'envahissent, je repense à Sarah et à sa frontale Petzel, perdue dans la grotte. Je repense à sa sortie iconique d'une mare de sang, un fémur de bête à la main, hurlant à la mort. Je repense à Sarah pour puiser l'énergie du désespoir. Tu peux bouger, Sarah, regarde-moi. La pire des choses qui auraient pu t'arriver t'est déjà arrivée et tu es toujours là. Quelle punchline. Alors, évidemment, vous l'avez compris, il n'est pas question de dire du mal de ce chef-d'œuvre, au même titre qu'on ne saurait se permettre à un mouet bof face à Mona Lisa. Alors, qui est notre Léonard de Vinci ? Eh bien, il n'est autre que Neil Marshall, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un réalisateur britannique, je le disais, biberonné à la série B, avec un grand B comme bourrin, qui s'est appliqué du mieux qu'il le pouvait pour l'occasion. Un peu comme le dernier des ploucs qui se serait tapé l'incruste, vêtu de son plus beau costume Célio à une soirée privée de la Fashion Week, Neil Marshall accouche de The Descent suite à un heureux accident. En fait, Neil, fort de son premier succès sur grand écran, qui était Dog Soldiers, avait tenté de vendre à un prod un film trop ambitieux. Les chiens soldats. Les chiens, mais vous l'avez pas vu? Personne ne souligne ça, mais ça a l'air gratiné. Et vous l'avez pas vu? C'est incroyable. C'est pas Dog Soldiers, ton film préféré du monde. Mais bien sûr que j'ai vu Dog Soldiers. Attends, c'est une pépite. Alors, trop coûteux, il s'est dit. Eh bien, écoutez, je vais enfermer 6 actrices dans le noir et vous allez bien voir combien ça coûte. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher au niveau du salaire. Dog Soldier nous avait pas assez fait peur. Et ben là, vous avez chié dans vos frocs. Parce que moi, à l'époque, j'ai peur quand même. Trop d'hommes. Ah ouais, et ben là, je vais faire un casting exclusivement féminin. Une réaction un peu, tu vois, un peu de bourrin, un peu comme un ado en fait. Il a réagi en opposition au film d'avant. Il ira même demander conseil à sa sœur et à certaines de ses amies pour rendre authentique et crédible l'écriture des personnages. Alors, assez parlé et un peu de résumé maintenant. Je vous fais le mien de résumé, parce que c'est vrai que celui de Mathis était expéditif. Oui. Je vais le détailler un peu. Donc Sarah, une jeune maman amatrice de sport extrême, voit sa vie prendre un funeste tournant le jour où mari et fille sont tués dans un accident de voiture. Pas de chance. C'est un peu dur. C'est assez abrupt. Ouais. Le gars, Polo, avait en plus une affaire avec une des potes de Sarah, Juno. Un an plus tard, nous retrouvons Sarah, Juno, Beth, Rebecca, Samantha et Holly en route pour un week-end spéléo. Elles sont entraînées à leur insu dans une grotte non balisée par la téméraire Juno, celle qui se tapait Polo, qui, rongée par la culpabilité, s'est dit que ce serait sympa qu'elle baptise ladite grotte d'après Sarah. C'est tout est horrible. Moi, je me souviens quand je l'ai vu, j'étais genre, mais c'est pas possible. Alors oui. Ces idées de merde. C'est pas du tout toxique comme relation amicale. On le voit venir, c'est la fausse bonne idée. Quelques éboulements plus tard, les 6 cops se sont enfermés et traqués par des gobelins dalleux fans de jugulaire. Ça part en vrille. Bon, alors après, c'est festival. Elles se font becter, il y a de la carotide bouffée en masse. Le fameux coup des doigts dans les yeux jusqu'à la mort, et j'en passe.
Sarah devient une énorme warrior, iconisée lors de la mythique scène de sortie de la piscine de faux sang, et règle ses comptes avec Juno en la blessant au genou, la laissant à la merci des Gollum. Il faut dire qu'en plus de s'être tapé son mec un an auparavant, elle a tué accidentellement, certes, mais salement, Beth, la meilleure pote de Sarah. Mais parler de The Descent n'aurait aucun intérêt si je ne vous divulgachais pas la fin. Alors, comme à mon habitude, je vais le faire. À la fin, donc, Sarah croit sortir de la grotte, mais elle est rattrapée par sa culpabilité sous forme ectoplasmique et croit voir le fantôme de Juno. Elle se réveille dans la grotte, dont elle n'est jamais sortie, parle à sa fille qu'elle hallucine. La caméra recule et générique. C'est pas beau. Une fin noire et désespérée. Le film se termine là où tout a commencé, comme s'il n'y avait pas de vie possible après la tragédie initiale. Une fin que je juge particulièrement unique, allant à l'encontre de la trajectoire classique de deuil et de résilience, livrant une conclusion aride et sans concession dont je peine à me remettre quelques 20 ans après. Non mais tout est plus clair, mais je comprends pourquoi c'est ton film préféré. Tu vois, ça tombe sous le sens. Oui. Ça fait sens, je veux dire, mais c'est un chef-d'œuvre. Tu vois, je suis content de t'avoir convaincu. Moi, c'est Boule et Bill 2, mon film préféré. Voilà, si vous voulez tout savoir. Mais, moi, j'avais peur de faire trop prof de cinéma, et là, t'as roue libré, mais comme jamais. C'est-à-dire que là, je me suis prise The Descent, qui est. Je t'ai fait un petit kiff en fait. Ouais, je me suis fait un kiff. Ouais. En fait, c'est un peu. Non, mais blague à part, c'est un peu. J'ai du mal à être. Ouais, c'est un peu une Madeleine de Proust. J'ai du mal à être objectif. Neil Marshall, c'est un gros bourrin. Dog Soldiers, son film d'avant. Et alors, son film d'après, c'est. Parabellum. Non. C'est Doomsday. Oh, moi j'aime bien Doomsday. C'est de la merde. Doomsday, enfin, je veux dire, il a une filmographie qui est cauchemardesque. C'est lui qui a. Tu sais à quoi ça m'a fait penser, ce genre de film? Vas-y. Premier degré, c'est pas une blague. Ouais. Un téléfilm TF1. Putain, il est dur. Mais non, vraiment, c'est ce que j'ai dit quand j'ai regardé le film. Je me suis dit, mais on dirait les films qui passent l'après-midi à 15h30 sur TF1. C'est les films un peu dramatiques. Il y a un volcan qui entre en éruption, ils essaient de s'en échapper, je sais pas quoi. Ouais, genre le pic de Dante, ouais. Ils tombent dans une cave, ils essaient de sortir. Tu vois, c'est les trucs au petit budget. Enfin, même mon clip, il y avait plus de budget que ce film, je crois. Enfin, oui, allez voir le clip de Matisse. Mon cardigan, hein. Là, c'est de la production. Et c'est vrai parce que j'ai été gracieusement payée. Donc. Ouais, bon, c'est bon là. Attends, on n'a pas compris si c'était grassement ou gracieusement, parce que c'est toujours sur cette syllabe que se passe en France. Je dirais pas. Je redirais gracieusement, grassement. Voilà. Bon, on vous prend une part de pizza, Lola. Non, mais moi, c'est une en fait, c'est un des films qui m'a donné envie de regarder des films d'horreur, parce que je pense que je l'ai vu à une époque où. À Machecoul. À Machecoul, exactement. Oui. On revient tout le temps. Où il n'y avait pas Internet. Où il y avait à peine d'eau courante. Il y avait un vidéoclub et puis voilà. Oui, on se torchait avec de l'engrais, c'était dur. Mais moi, c'est pareil, pas l'engrais, mais le vidéoclub. Mais le vidéoclub, pareil, j'ai vu ce film grâce à un. Bah oui, non, mais c'est vraiment le film, l'expérience vidéoclub par excellence pour ceux qui ont connu celles et ceux qui ont connu la fin du vidéoclub. Et moi, c'est un film qui m'a donné envie d'en regarder d'autres, en tout cas. Et voilà. Et alors, c'est over the top. Neil Marshall, c'est un gros bourrin, mais je crois qu'il n'a pas d'autres prétentions que celle de délivrer de la série B marrante, en fait. Enfin, tu vois, c'est ce qu'il a envie de faire. Je regardais une interview de lui pour préparer l'émission, où il parle de son dernier film qui a l'air d'être un bousin infernal. Il s'appelle The Lair, après The Descent, The Lair, le terrier. Et dedans, il explique qu'il a voulu revenir... Avec des taupes. C'est moins ambitieux, quand même. Ouais, mais qui est taupe qu'on est dans. Mais qu'il a voulu revenir à son premier amour, qui est la série B divertissante, quoi. Et je trouve que c'est ça que The Descent arrive à faire. Alors effectivement, il y a une esthétique. Moi, je dirais pas téléfilm, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, il reprend plein de trucs qu'on connaît déjà en moins bien. Tu vois, il reprend des trucs. J'aurais dû en mieux, mais si t'as envie de flinguer le film, non, mais tu vois, au niveau des couleurs choisies et tout ça, il y a toujours, il reprend un peu des codes du giallo. Il essaye de reprendre, tu sais, des groupes de personnes. Alors là, c'est un groupe de femmes, mais il essaye de, je pense qu'il a beaucoup vu La Chose de Carpenter, où il essaie de recréer des dynamiques un peu toxiques au sein d'un groupe, tu vois, tout ça, et un monstre qui vient s'interposer entre eux. La caverne de Platon aussi. Oui, bah alors là, avec la caverne de Platon. Il m'a perdu. Ouais. De qui? C'était une blague, évidemment. Non, mais. Ah oui, ok. Je croyais que tu étais premier degré, j'ai eu peur. Je vais dire, waouh, il a changé, Léo. Mais moi, j'adore le plus réussi, je trouve que c'est vraiment ces plans en infrarouge, là. Ça, c'est. Oui, en mode found footage. Ah, c'est grandiose, ça.
Ouais. Là, si elle le dit pas par épisode, elle m'a dit. Bon, je l'ai dit. Non, mais enfin voilà, moi c'est un film. C'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Mais après, et c'est un film qui a marqué les gens à l'époque. Hein. Mais alors, en vrai, il faut savoir qu'en 2005, la vie, elle était dure. Hein. On regardait énormément de merde. L'esthétique vient des années 2000. C'est important de le dire quand même. Oui, le film est sorti en 2005 et une partie, je pense, du côté un peu ringard de l'esthétique du film. Vient de la période à laquelle il est sorti aussi, quoi. Ouais. L'esthétique un peu MTV, So, machin. Rihanna venait de sortir son premier album, je tenais à le dire. Ouais, oui. Mais tu vois, on avait la vie dure à l'époque et Rihanna est arrivée. Rihanna venait d'arriver sur Terre. Oui, la vie était beaucoup plus simple. Elle venait d'arriver, tu vois. On la connaissait pas encore. Non, mais je veux dire, à l'époque, on regardait énormément de trucs à la con, tu vois, du genre Des Tours Mortels, des trucs comme ça, qui étaient des films qui sont, je veux dire, irregardables maintenant. The Descent a le mérite d'être encore vraiment regardable. Et moi, il y a quand même un truc que j'aime bien dans le film. J'aime bien le groupe, j'aime bien les personnages. Je trouve c'est à peu près réussi, ce truc-là. Elles sont à peu près dans leur dynamique, la manière dont on les présente avant. C'est le truc que je sauve du film. Moi, tu vois, non, j'ai pas du tout réussi à m'attacher à aucune des filles. Ah ouais. À la limite, il y en a une que j'aimais bien, mais elle est sympa. Je sais plus qui est qui. C'est qui se fait couper la jambe du film. Par sa pote, une des héroïnes, quoi. La chef de groupe. Ouais. Mais c'est pas couper la jambe. Elle se fait planter un piolet dedans. Ah oui. Juno à la fin. Ouais. Elle, c'est la bad mais bitch. sinon, je les confondais. Je dis, mais qui est qui? Mais oui, mais ça arrive. En fait, passer la scène d'introduction et du drame dans sa vie, en fait, l'ellipse, je ne savais plus qui était qui. Et on en a parlé avec Lola tout à l'heure, et toi, c'était pareil aussi. J'ai mis avec les trois blondes, oui, c'était un peu compliqué. Entre Sarah, Becca et Sam, moi j'ai eu un petit bug aussi. En même temps, elles sont dans le noir, c'est très peu éclairé. C'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Ouais, je sais pas, je les ai pas trouvées particulièrement attachantes. Il n'y a pas de gimmick de caractérisation de perso non plus, je trouve très flagrant. Du coup, c'est compliqué d'arriver des fois. Ouais, il y a la médecin, il y a la meuf un peu. Oui. Qui est fan de sport extrême, là, tu vois, comment elle s'appelle? Après, Holly. Ouais, Holly, ouais. Après, il y a cette dynamique de, tu vois, moi je me souvenais plus de la fin. Je pensais que Sarah épargnait Juno après avoir appris l'adultère et en plus qu'elle les avait embarqués dans cette grotte dont elle ne savait rien. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un peu un truc de vengeance qui est assez réaliste. Après, je dis pas que j'enfoncerais un piolet dans la jambe de ma meilleure amie si je me retrouvais dans cette situation. Mais il y a un peu un truc où tu te dis, bon, elle va pardonner, elle va essayer de la sortir de la grotte avec elle, et puis bon, elles vont... Et en fait, non, tu vois, elle la laisse derrière en mode, c'est toi ou moi. Elle reste dans... Tu vois, c'est ça. Il y a aussi la fin que je trouve à peu près réussie parce que c'était un peu osé. À l'époque, je pense qu'on voyait pas trop ça. Un peu à l'encontre, tu vois, de la fin classique qu'on aurait attendu de elle sort et voilà. La Final Girl qui s'en sort et qui connaît une espèce de trajectoire tu vois, qui sort de son deuil en sortant de la caverne. En fait, elle y reste. Et ça, je trouve que c'est un truc qui à l'époque en fait c'est ce qui m'avait, je pense, le plus marqué dans le film. La première fois que je l'ai vu, c'est la fin qui est vraiment noire, quoi. Oui, c'est vrai que c'est très pessimiste. J'ai une question du coup, moi qui suis novice dans le film d'horreur, pourquoi vous avez choisi de me faire regarder ce film? Et parce que moi, quand je l'ai vu la première fois, ça m'avait fait peur, tu vois. Et je me suis dit peut-être que pour quelqu'un de naïf de film d'horreur, ça lui fera peur. Mais vraisemblablement, ça marche quand t'as 15 ans. Moi, je relate pas mal. Ça a été une de mes premières expériences d'horreur, The Descent, et je pense que j'étais au collège et on avait téléchargé ça avec des potes et on l'avait maté sur une télé chez un pote. Et ça m'avait terrifié. Évidemment, personne n'osait se le dire. Mais en fait, le fait que la fin soit aussi obscure, qu'il n'y ait pas d'échappatoire et qu'on ne sorte littéralement du coup jamais de cette caverne, et aussi lié au fait qu'on était au collège et que c'était un des premiers films d'horreur qu'on voyait, ça m'avait vraiment terrifié. Et du coup, j'ai quand même été assez content de le revoir là cette fois. Je l'avais quand même revu une autre fois. J'ai aussi eu le malheur de regarder The Descent 2. Catastrophe. Ouais, catastrophe. C'est fait par le monteur de The Descent. Hein. Voilà, bon. Le monteur, c'est un des monteurs fétiches de Danny Boyle aussi. Hein. C'est le mec qui a monté 127 heures, qui a réalisé The Descent 2. Il a fait que ça. Le montage, c'est bien. Voilà. Ouais, The Descent 2, c'est une cata. Ouais. Camille, toi, pareil. C'est, je pense, le premier film d'horreur, vraiment horreur, que j'ai dû voir avec des potes.
parce que conseillé par un mec dans un truc de DVD. Et du coup, moi j'en garde un souvenir vraiment très, très sympa. Parce que c'est un film d'horreur qui fait peur, mais en même temps pas assez peur, genre pour que tu t'endormes en regardant des images. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Moi, j'aime bien parce que ça circonscrit l'horreur à, je sais pas, 1h45 ou un truc comme ça, tu vois. Même si ça marche bien. Enfin, même la première séquence, moi, je trouve qu'elle marche bien. Ouais. Même le fait de rentrer dans cette grotte à la con, non. Pour avoir été 2 fois dans les catacombes de Paris, je dois dire qu'il y a un sentiment dans The Descent de claustrophobie qui est vraiment omniprésent. Enfin, moi, je suis pas claustro de base, mais là, l'espace veut que toutes ces scènes dans les chatières où, avec l'extrait de Thomas, où elle est coincée dedans, en fait, elle n'est pas coincée, elle est juste en crise d'angoisse dans un endroit très étroit, c'est absolument angoissant. Enfin, moi, je sais que cette scène me terrifie beaucoup plus que le monstre. Mais c'est ça, sans les machins, c'est la partie du film la plus réussie, la première partie. Oui. Et toutes ces scènes où elle passe d'une pièce à l'autre par ces tunnels très étroits, ça, pour moi, c'est ça l'horreur aujourd'hui. Peut-être qu'à 15 ans, j'aurais eu très peur de la bête, mais c'est vrai que la bête ne fait plus très peur. Non, mais c'est pas ça qui faisait peur. Non. Et puis en plus, là, il retombe un peu dans ses travers de Bourrinos, quoi, où il montre des monstres, des jugulaires je pense que ça participe aux bons souvenirs qu'on a. Ouais. Parce que pour moi, un film d'horreur qui fonctionne bien, surtout quand tu es plus jeune, c'est un film qui fait très peur et en même temps qui te laisse des espaces dans lesquels tu as l'impression de dépasser ta peur. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Un film qui te traumatise, t'as pas très envie de le revoir ou de le recommander à d'autres gens. Enfin, en vrai, à part Lola avec... c'était quoi déjà ? Funny Games. Funny Games. Ouais. Évidemment. Je l'avais montré à tout son entourage après. Psychopathe. Ce film horrible. Ouais. Bon, et puis voilà. Et il a jamais retrouvé le feu sacré. Moi, j'ai regardé quasiment toute sa filmo. Ah ouais. C'est ça la véritable horreur. Sur son Skyblog. J'ai pas vu. Neil Marshall 92. J'ai pas vu. Il a fait un film qui a l'air hyper craignos sur une histoire de sorcière et tout qui s'appelle The Reckoning. Je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas vu. Et j'ai pas vu The Lair. J'ai pas vu le dernier. Ouais. Mais j'ai vu le reste. Bon, n'y allez pas. Dog Soldiers, c'est marrant. Dog Soldiers, il l'a fait avant et ça, je veux dire, c'est au moins il y a de l'humour. C'est presque une comédie horrifique. Bon, voilà. Mais c'est un gros film de bourrin. Hein. Enfin, je veux dire, c'est l'efficacité. Il y a 2-3 blagues, des mecs hyper testos. C'est une espèce de. Ouais, c'est une espèce d'enfant de Predator. J'étais sûr que t'allais dire. Attention, on va avoir des problèmes. Ouais, on va avoir des problèmes. Je crois qu'on en a assez dit sur The Descent. Hein. On va pas non plus. Oui, passons à Bull et Bill 2. Voilà. Oui, parce que c'est le film que Mathis a choisi. compris que c'était une blague. Non, pas du tout. Et on a un thème en préparation que Thomas voudrait faire, c'est Christian Clavier. Donc écoute, voilà. Il est dans Bull et Bill ? Il a fait. Je sais. Non, mais calomnie. Ouais. Déconne pas parce que je connais la filmo de Christian et. Et à part. On va passer au film d'après. C'est le film de qui ? C'est le film de Lola ? Oui. Quel est ce film ? Moi, j'ai choisi Ju-On, The Grudge. Voilà.
J'ai mes poils de tub qui sont tout hérissés. Ouais. On coupera. Mathis, franchement, tes abonnés, casse la tienne. Oui, j'ai un sexe. Oui, j'en ai un. J'ai pas qu'un cardigan. Voilà. Et bon, très bien. Ok. Ju-On the Grudge, comme je disais, de Takashi Shimizu, sorti en 2002. C'est un film japonais. Moi, j'ai eu la chance de le regarder avec Mathis. Je peux pas. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Regarder des films d'horreur comme ça. Mais c'est la mère de qui? De lui ou de elle? Un jeu d'acteur. C'est qui elle maintenant? Mais elle. Enfin, je veux dire, complètement ravagée. Bah, son rôle, pas très compliqué. Elle est conne, elle peut pas juste sortir. Elle est complètement conne. Oh my god. Mais c'est une blague. Pourquoi il a chaque étage, ce con? Ah non, je ferais pas ça. Arrête. Arrête. Pourquoi? C'était ça la scène mythique? C'est trop. C'est qui elle maintenant? J'ai moins peur que prévu. Attends, tu m'avais pas dit que t'avais filmé? J'ai enregistré à ton insu. Oui, t'as tout enregistré, putain. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai pas aimé, quoi. J'ai pris zéro plaisir. Le seul plaisir que j'avais, c'était de manger ta tarte courgette burrata au pignon de pain. Oh. Oui, j'ai pas mis cet extrait, mais c'est vrai que tu fais on mangeait une tarte courgette pour. En fait, je mangeais la tarte comme ça me déstressait pendant qu'on regardait ce film horrible. Enfin, je veux dire, qui va de son plein gré aller regarder The Grudge? Tu le résumerais comment, du coup? C'est une folle. Non, attends, même pas. Ben non. Non, même pas. T'as rien compris. Remarque, on l'entend bien dans l'extrait, il a pas compris. Attends, c'était quoi déjà? C'est qui elle? C'est une vieille dame, une assistante sociale. Non, il y a pas. Il y a une vieille, il y a des jeunes, il y a la sœur. Il y a un problème de baraque. Il y a un problème. Enfin, en gros, il y a comment on appelle ça? Une malédiction. Ouais. Et il y a une espèce de bête qui rampe et tout. Bon, écoutez, j'ai 3 verres de Prosecco dans la gueule, j'arrive pas à résumer. Il a fait un blackout. C'est le choc. Non, je sais même pas comment le résumer. Enfin, il y a une espèce de malédiction, ça passe au Japon. Et ils se détestent. Les deux peuples se détestent. Super. Et du coup, et tous ceux qui rentrent dans la maison vont être maudits, quoi, en gros. Et pour le coup, ça fait peur. Donc je prends pas de plaisir parce que j'ai envie de tourner la tête, j'ai envie de me cacher et j'ai envie que ça se finisse. Donc c'est ça qui me plaît pas dans les films d'horreur, tu vois. Ouais. Le moment où tu as envie de te cacher, enfin j'ai même pas envie de savoir la fin, quoi. Et ça t'a pas fait un petit frisson un peu agréable à un moment quand même? Tu t'es pas dit j'aime pas mais j'aime bien. Tu veux savoir si j'ai une érection? Non, la réponse est non. Non, j'ai pas eu de frisson agréable. Non, c'était la burrata à la truffe qui était délicieuse, mais sinon non. Mais à la fin des extraits, tu dis quand même, j'ai pas eu si peur que ça, avec un ton assez fier. Ouais. Parce qu'en vrai, Lola me l'avait survendu en termes de peur. Elle m'avait dit, tu vas voir, ça fait très très peur, c'est un classique, nanana. Et j'ai eu un peu moins peur que prévu, mais en vrai, ça fait peur. Enfin, parmi tous les films que vous m'avez proposé de voir, c'est celui qui m'a fait le plus peur. Yes. J'ai fait un peu caca. T'as gagné, ouais. T'as gagné. Des vrais films d'horreur. C'est toi qui as la légitimité de la peur, de toute façon. Donc voilà. Ouais. C'est Lola qui sait différencier le vrai du faux film d'horreur. La juge du film d'horreur. Et voilà. Et tu le prouves ce soir. Bravo. Ouais. Non, mais voilà. Alors, moi, ça va être extrêmement long, je vous préviens. Non, c'est le 3e film de la série de Shimizu qui contient en tout 6 films. Donc Ju-On the Curse, le premier, Ju-On 2, Ju-On the Grudge dont on va parler. Le retour de Ju-On 2. Ouais, voilà. Non, et Ju-On the Grudge 2, titres très originaux. Et ensuite, 2 remakes américains, toujours avec Shimizu à la réalisation. The Grudge, première production de Ghost House Pictures fondée par Sam Raimi, je tiens à préciser. Yes, avec Sarah Michelle Gellar. Avec Sarah Michelle Gellar, Buffy contre les vampires, voilà. Mes premiers amours. Mes premiers émois. Pardon, et maman. The Sex Grudge Intentions aussi, non? Ah oui. Bref. Arrête. Ouais. Moi, de toute façon, c'est toujours pendant mes chroniques que l'autre il commence à roulibrer, donc je l'habitude. Donc pourquoi on n'a pas décidé de prendre le tout premier de Ju-On, The Curse? Déjà, ça m'aurait grandement simplifié la tâche et ça vous aurait épargné, comme je vous le disais, mon laïus de 54 minutes sur la saga de Ju-On, mais vous l'aurez voulu, enfin Thomas l'aura voulu surtout. Tant pis pour vous. PowerPoint en pièces jointes dans la description de l'épisode. Exactement. Arbre généalogique de The Grudge. Voilà. Le fait est qu'on peut comprendre les films indépendamment les uns des autres. J'allais dire la preuve, mais en même temps, on entend Mathis ne pas comprendre le film. Et moi, je n'ai pas mis mes extraits sonores à moi, mais j'étais comme lui. J'étais en mode, je sais pas, Mathis, je ne peux pas te répondre.
Et voilà, parce que globalement, il se passe toujours la même chose. Je vous cite les 3 acteurs principaux. En vrai, il y a beaucoup de personnages, mais je retiendrai seulement le personnage de Rika, qui est joué par Megumi Okina, Toshio, évidemment, Yuya Ozeki, et Kayako, qu'on ne présente plus, Takako Fuji, qui a joué dans toutes les versions japonaises et les 2 remakes. C'est elle aussi dans les remakes C'est elle aussi dans les 2 premiers. Ok. Donc Kayako, c'est le fantôme, le fameux, la femme qui hante la maison. C'est un peu la Sadako de The Grudge. Oui, mais j'allais faire un lien à un moment donné. C'est une femme? Il y a un enfant et une femme. Mais attendez, moi j'étais sur un enfant, j'ai vraiment rien compris. Mais t'as bien vu qu'il y avait 2 monstres, 2 fantômes différents? Non. Non, il a pas vu la moitié du film. Attendez, moi je pensais que c'était un caché enfant, les le yeux truc à pendant 4 tout le pattes là qui va dans l'escalier. Oui, c'est la mère. La mère. La vieille? Non. Attendez, j'ai rien compris, il faut qu'on fasse une pause, couper le podcast. Je vais te faire un petit résumé. Bon, résume. Allez, je te résume. Donc, je suis obligée, voilà, comme je disais, de faire un résumé global de la saga de Ju-On pour pouvoir vous parler de celui-ci précisément, parce que, comme vous l'avez compris, personne n'a rien compris. Tout commence il y a 13,8 milliards d'années. Un rayonnement, puis la matière. La création de l'univers. Ah non, Il était une fois la vie. Tu ne fais pas une Terrence Malick là. Remonte-moi haut, peut-être. Parce que là, les dinosaures et tout, tu peux passer. Oui. Petit pied, on a Non, vu, mais je vous ai dit, je reprends depuis le tout début. Oui, d'accord. Non, bon, d'accord. C'est l'histoire tragique d'une femme, oui, encore une, Kayako, qui a été assassinée par son mari et entreposée dans le grenier du domicile familial. Tout part d'une histoire de jalousie. Takeo, son mari, découvre son journal intime et elle y évoque dans son journal ses sentiments pour Kobayashi, un homme qu'elle aurait connu à l'université et qui est maintenant professeur d'école, et en l'occurrence celui de Toshio, donc le fils de Kayako et de Takeo. Donc, et Toshio, encore une fois, c'est le petit garçon mi-fantôme, mi-chat, qui miaule beaucoup. Oui. Voilà. Il est mignon. Oh oui. Il est très mignon. Et Takeo, le mari, persuadé que d'un seul coup, il n'est pas le père biologique de Toshio, en plus d'être cocu, il décide de tuer sa femme, son fils et le chat. Réaction somme toute un peu démesurée. Donc cette heureuse famille hante à présent la maison, tuant chaque personne qu'ils croisent. Donc au départ c'est seulement dans la maison, mais après ça s'étend à l'extérieur parce que ceux qui arrivent à s'échapper de la maison sont pourchassés par le fantôme de Kayako, quoi qu'il. Voilà. Donc tu fais tu fais The Grudge là. Je sais plus où j'en suis. Oui, donc dans ce 3e film, toute cette histoire est sous-entendue, mais moi, voilà, ça m'aide de tout remettre dans l'ordre parce que c'est le bordel, Ju-On. Donc là, on va suivre plusieurs personnages, comme dans les 4 films japonais d'ailleurs, et c'est toujours la même construction, un film découpé en chapitres portant le nom de personnages qu'il présente. Ici, on commence et on termine avec le personnage de Rika, assistante sociale qui rend visite à la vieille Sachi, qui porte bien son nom vu l'état des draps. Oh là 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 là. Oh, le niveau de blague est très... Mais la violence qui arrivait de... Oui, tu balances le générique là, on range tout. Ouais, c'est fini. Très content. Voilà, surtout, on était tous pendus à tes lèvres parce que c'était la seule à avoir compris le film. Et là, ça part en vrille, quoi. Ouais. Mais voilà. Donc, Sachi, dans la maison où il se passe des choses étranges. Ah, vous l'aviez pas celle-ci. J'étais sûre de vous surprendre. Ah ouais. Je suis mort de rire en fait. Ça chie dans la baraque. Donc Ju-On, c'est effectivement un monument de la J-Horror, comme Ringu, Kairo, Darkwater. Je ne cite que parce qu'on en a déjà parlé dans l'horreur du dimanche. Mais voilà, je le disais, c'est un bordel. Je pensais m'attaquer comme d'hab à un film. Et en fait, j'en ai regardé 8, si on compte les 2 courts-métrages de Shimizu, Katasumi et 4, qui ont donné naissance à Ju-On. Bref, il y a trop de films, trop de personnages et une temporalité intradigétique trop non linéaire. Bon, j'étais perdue. Je le suis encore un peu d'ailleurs. N'hésitez pas, chers auditeurs, à me dire si je dis de la merde. Donc de base, Ju-On le premier et Ju-On 2 sortent tous les deux en 2000. Ils étaient uniquement destinés au marché vidéo, sans passer par la case TV ou cinéma. Mais ils ont rencontré un succès inattendu, ce qui va permettre à notre Ju-On The Grudge, dont on parle là, de voir le jour. Kiyoshi Kurosawa, que vous connaissez pour être réalisateur de Kairo, et Hiroshi Takahashi,
qui est le scénariste de The Ring, vont aider Shimizu à développer le projet pour sortir ce 3e film. Et là, bim, méga succès, la critique salue et les Américains rachètent les droits directs pour faire des remakes. Le fameux The Grudge avec Sarah Michelle Gellar sort, mais pendant qu'il prépare ce remake-là, bim, Shimizu sort en même temps son 4e film de la saga de Ju-On, The Grudge 2, la suite de celui dont je suis en train de vous parler là. C'est clair ou pas ? Oui, ouais, c'est limpide. Crystal clair. Ça va. Jusque-là. Attends, voilà, bon, ok. T'as pas dit aux gens de prendre un stylo avant et un papier oui, c'est pour vrai, tout prenez noter. des notes. Prenez des notes. Je pense qu'il faut. Prenez un pan de mur, des petites épingles et des fils. C'est vrai que c'est assez complexe. Mais finalement, pas tant. Parce qu'en fait, chaque film commence par cette phrase « La malédiction de celui qui meurt en proie à une puissante colère se manifeste dans les endroits où ce dernier a vécu. Ceux qui y sont confrontés meurent et la malédiction se perpétue. » Et là, celle qui est morte en proie à une puissante colère, c'est Kayako. Et dans le folklore japonais, elle est devenue une Onryo, le fantôme vengeur et rancunier. Voilà, on connaît... les yokai, je connais que ceux-là, et les Onryo maintenant. La meuf hyper calée en J-horror. Voilà. Donc Ju-On, c'est clairement une histoire sans fin. The Grudge, qui est traduit par la rancune en français, ne disparaît jamais et au contraire, elle grandit de manière exponentielle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que ça. Tout ça pour dire finalement que regarder un seul de ces films isolés, c'est dommage, parce qu'au moins les 4 premiers forment une seule et même entité, à mon avis, où l'on suit la progression de cette malédiction dans tout le Japon, puis après à l'étranger avec les remakes. C'est pour ça qu'ils sont quand même assez intéressants aussi. Donc pour moi, Ju-On, c'est génial, extrêmement horrifique, vous en parlerez, et moi, Kayako me fait plus peur que Sadako de The Ring. Je crois qu'il y a eu un film Kayako versus Sadako. Ouais. Et j'ai voilà. pas vu. Hein, mais c'est un porno ou je ne sais pas. Mais en c'est tout comme cas, Alien vs Predator, mais avec le lore japonais, tu vois, du J-horror. Merci Léo. Léo qui est hyper premier degré, qui t'explique. Non, c'est pas du tout un porno. Hein. Non. Oui, j'ai fini. Moi, j'arrête de parler. Ouais, merci. Ça fait 45 minutes oui, là. C'est donc, ça. Bon, tu sais quoi ? C'est vachement plus clair maintenant. Mathis me regarde avec des yeux. Mais en vrai, moi je trouve que tu te perds parce qu'il y a 36 000 personnages et on dirait une série que tu regardes en film en fait. Enfin, on dirait que tu regardes 8 épisodes de série. Une série de films. Une série de films. Non, mais même au sein d'un film, vu que tu suis une dizaine de personnages, c'est vraiment découpé comme un petit épisode de série à chaque fois. Et en fait, je pense que c'est peine perdue d'essayer de recouper tous les films ensemble, etc. Il faut juste se laisser porter, essayer quand même de comprendre comment la malédiction s'est transmise entre les personnages, parce que ça, tu comprends les personnages que tu suis successivement, c'est les personnages qui viennent soit de rentrer dans cette maison, soit de côtoyer une personne qui portait cette malédiction. Et en vrai, je trouve qu'à partir de là, tu te dis, bon, ok, je recapte pas exactement qui c'est dans l'univers là, mais c'est pas si grave que ça en fait, je trouve. Ouais. Voilà. Le mal se transmet de proche en proche. Oui. Et d'ailleurs, finalement, c'est un peu ce qui s'est passé dans ta tête, Lola, parce que tu as regardé l'intégralité de la saga et tu n'as plus que ça maintenant. Moi, ça prend toute la place. Moi, je suis maudite, je le sais maintenant. Ne nous parle plus. J'attends maintenant que Kayako arrive. Dans chaque recoin de mon appartement. Camille, toi, ça t'a... Oui, moi, j'ai adoré le film. Tu l'avais déjà vu ? Non. Je l'avais jamais vu et j'ai trouvé ça absolument génial parce que je trouve que évidemment au-delà de l'écriture scénaristique qui est un peu complexe, c'est un peu moins bien que The Descent, mais bon. mais je trouve qu'il y a quand même plein d'idées de mise en scène parce que en fait la maison recoupe plein d'espaces-temps aussi différents et c'est assez osé de faire ça et je trouve que ça marche assez bien même si c'est pas limpide, mais je trouve que ça fonctionne bien. Et je trouve qu'au-delà de ça, il y a des idées de trucs qui font peur. Mais alors là, à la pelle, quoi. Ouais. Enfin, c'est terrifiant. C'est-à-dire que tous les trucs qui font peur, là, d'un coup, sont poussés à fond. J'aime beaucoup la scène où, je crois que c'est la première, attends, comment elle s'appelle, Rika, qui en fait est hantée par les oiseaux là, depuis le début et n'en peut plus, essaye de se cacher derrière une couverture, ce qui est en fait la réaction d'à peu près tous les gens qui regardent, allume la télé en se disant ah non mais j'aurai moins peur parce qu'il y aura... si je peux permettre, c'est pas Rika. Ah bah voilà, bingo. C'est qui? C'est la sœur... Attends, je l'ai noté. De... Hitomi. Oui, c'est qui est la sœur de Katsuya.
Voilà, Katsuya qui est un habitant de la maison. Putain, heureusement que vous préparez l'émission. Qui est le fils de Sachi. Oui. Voilà. Oui. Et qui est marié avec... Non, je sais pas. Non, je sais plus non plus. Enfin bref, Itomi, elle se fout sous la couette en se disant je vais avoir moins peur. Elle allume la télé en se disant je vais avoir moins peur. Et en fait, c'est terrible ce qui se passe. Ça fait très très peur. C'est très efficace. Ça m'a fait très peur. Parce que l'autre, elle lui gratouille les pieds. Ouais. Non, mais c'est horrible. Et le truc aussi qui m'a terrifiée, moi, c'est vers la fin. C'est quand... Alors là, je crois que c'est vraiment Rika qui prend sa douche. Ouais, c'est le dernier chapitre. Et elle prend sa douche et elle passe... Enfin, elle fait un shampoing, donc elle passe ses mains sur sa tête, quoi. Et là, dans ce coup, il y a une autre main. Et ça, mais c'est pas possible, en fait. Il faut être sadique, parce que moi, c'est le genre de truc, mais... Mais voilà, c'est ce soir et demain, c'est fini, quoi. Je vais avoir trop peur. Je ne me lave plus jamais les cheveux. Et vous en paierez les pots cassés. La cure de sébum, c'est maintenant. Moi, ça me terrifie. Enfin, moi, il me fait flipper. Mais moi, j'ai commencé par voir le remake à l'époque où je commençais à regarder des films d'horreur. Justement, à l'époque The Descent, cette remake américain, du coup. Ouais, cette sombre période. Et finalement, enfin, le remake. Ouais, en fait, il m'avait fait. C'est le même réal, en fait, et du coup, ça m'avait. Il y a les scènes clés qui sont refaites. Sauf que il y a un peu des trois premiers en fait. C'est un peu simplifié. Du coup, tu suis le même personnage, qui est le personnage de Sarah Michelle Gellar. Donc la trame scénaristique est un peu plus simple. Enfin, c'est pour les Américains de toute façon. Oui, c'est ça. Ils te disent attention, là, nous changeons de personnage. Nous passons à ce personnage qui est le frère de machin. Souvenez-vous, le Pokédex sur le côté. Mais du coup, c'est un peu plus simple, mais il reprend quand même les scènes clés, les scènes iconiques de ce film-là, et donc. Tu as la scène de la couette, la scène de la télé, la scène de la douche, elles y sont toutes. Il y en a beaucoup, hein. Et elles sont peut-être un peu plus... à l'époque, c'était un peu plus impressionnant parce qu'il y a un peu plus d'effets spéciaux, il y a un peu plus d'images de synthèse et tout. Mais je trouve que de revenir à la version originale que j'avais revue depuis, c'est... en fait, ça marche mieux, ça vieillit moins que le remake américain. J'ai des postures. Et moi, le truc qui... me fout les chocottes. Les grelots. Les grelots, allez, les grelots. C'est récurrent dans les films de J-horror, notamment ce dont on a déjà parlé. Dans Cairo, je me souviens aussi que c'est un truc qui m'avait direct filé la chair de poule. C'est le sound design des fantômes et de ce mur qui se brise entre plusieurs dimensions. Et en fait, vraiment, vous l'avez entendu dans l'extrait que tu as choisi, Lola. C'est une grande partie de ce qui est aussi terrifiant dans le film, c'est ces bruits fantomatiques, ces claquements de gorge. Et ça, c'est vraiment, ça a été une grande partie pour moi de ce qui participe à l'horreur en fait du film, quoi. Et t'as des trucs tout distordus en arrière-plan. Ouais. Et c'est le retour des imitations ce soir. Voilà. Mathis frissonne. Il avait retiré son casque pendant l'extrait et vous venez de lui délivrer, mais vraiment une performance incroyable. J'ai cru que vous aviez remis l'extrait, quoi. The Grudge, voilà quoi. The Grudge. Ouais. Très efficace. Ouais. Ouais. Non mais regardez au moins les 4 premiers de. C'est très court. Si vous avez 12h30 à tuer, par exemple, regardez Boule et Bill 2 en boucle. Boule et Bill versus The Grudge aussi. Versus Sadako. Ouais, c'est pas un porno celui-là, non. Un match de ring, de catch. Non mais un match de ring. Voilà. La dame est Yves. Ringu. Ding. Je l'ai. C'est marrant parce qu'un ring c'est carré en plus. Ouais, allez ta gueule. Brice, tu mets la musique. Et on termine avec le film de Lélé. Oui. Et je vais vous parler de Grave de Julia Ducournau. Oh. C'est pas vrai. Here we go again. Tu t'excuseras auprès de ta mère. Oh non, j'ai pas envie de retourner. Tu fumes ? Ouais. C'est qui s'occupe de Gros Quick là ? Voilà, je pense qu'ils vont le piquer si c'est pas déjà fait. Quoi ? Mais pourquoi il l'a pas attaqué ? C'est dégueulasse. Ils sont obligés. Un animal qui a bouffé de la chair humaine, c'est pas safe. S'il y prend goût, il va se mettre à attaquer tout ce qui bouge. Et y a pas des médocs pour éviter ça ?
La médecine, c'est pas une science exacte, hein, tu verras. Mais dites-moi, c'est un petit montage made by Lélé ? Oui, parce que j'avais envie d'avoir la musique quand même. Parce qu'elle est très bien, la musique de film. Voilà. Mathis, qu'est-ce que t'en as pensé de Grave ? Alors, je l'avais déjà vu il y a quelques années. Je crois que je l'ai vu au moment de sa sortie. Si je dis pas de bêtises, il est sorti en 2017. Ouais, un truc comme ça. Un truc du genre. 2017-2018, je sais plus. Ouais. Et je l'avais vu à l'époque et il m'avait marqué. Ouais. Il m'avait marqué parce que je l'avais trouvé très. C'est un film français, ou c'est belge, quoi. Donc c'est en français, donc tout de suite, je trouve qu'on relate. Comment on dit en français déjà? Sorry, how do you say? Tu peux le dire en flamand si tu veux. Frankenfrusch. Oui. Comment on dit en? Non mais je me. Tu te reconnais. Voilà. Tu t'identifies. On s'identifie beaucoup plus parce que c'est notre langue et c'était très. Je fais le résumé. C'est une ado de à peu près 15 ans qui arrive en école de veto. Elle a plus que 15 ans. Elle est surdouée. Ah bon? Après le bac. Oui. Que 15 ans. Bon, ok, 18 ans. Mais excusez-moi, les gens pointilleux. Ils sont trop chiants, j'en ai rien à plus. Voilà, une ado qui arrive en école de veto. Il y a sa sœur qui est déjà présente dans l'école et elle a un problème avec la nourriture et au fur et à mesure, elle va se mettre à... Bon, je spoil pas, ou si on peut spoiler. Vas-y. Elle se met à bouffer tout ce qui lui tombe sous la main, et elle bouffe de la chair humaine. Et ça m'avait marqué à l'époque parce que c'était très très cru, quoi. C'était très. Le nom du titre version internationale. Raw. Ouais. Et c'était très très cru et ça me faisait limite plus peur que... Alors moi, ce qui me fait le plus peur dans les films d'horreur, c'est tout ce qui va être attrait aux fantômes et tout ça. Et là, pour le coup, ça me faisait peur parce que c'était très... et j'ai pas peur de ce qui est gore, mais là, c'était très... comment dire ? Là, t'y crois un peu, quoi. On se projette... Enfin, j'ai l'impression que ça peut se passer, tu vois. Naturaliste. Il y a une histoire de bisu un peu en école de médecine. Alors, j'ai pas fait de médecine, mais je me dis que ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu... Voilà, quoi. Donc, c'était très... c'est violent, quoi. C'est des images très... on s'y croit, quoi. Ouais. On s'y croit, c'est très vrai, les dialogues sont, je trouve que c'est bien foutu, c'est bien joué, c'est bien, et du coup Et t'as eu peur? Et ouais, j'étais pas à l'aise, quoi. Ouais. En fait, c'était pas que j'avais peur, mais c'était dérangeant. Voilà, c'était le mot. C'était très dérangeant et je me tordais un peu le ventre. J'étais en mode ça j'aime pas trop quand même. Ça j'aime pas. Ouais. Donc c'était bien foutu. Donc j'ai bien aimé et là je l'ai re-regardé pour l'épisode et j'avais oublié certains passages et c'est toujours aussi dérangeant, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais de là à dire que c'est mon film préféré, Léo, merde. Voilà. Ça touche à des thèmes, j'en parlerai après. La BO, c'est même pas Rihanna en plus. C'est même pas Rihanna, la BO, effectivement. Oh, nana, bouffe ma chère. Bouffe ma chère, effectivement. En tout cas, Grave, moi je trouve que c'est gavé bien en vrai. Oh putain. Vous attendiez à ce que je dise Grave. Hein. Et non. C'est bien écrit. Super écrit. Bravo. On est auteur. Donnez-lui une chronique, merde. Ce mec, vous lui donnez un papier, un stylo, il fait de l'or, quoi. Il te refait le monde. Ouais, c'est tout moi ça. Et je vais commencer par vous parler d'un petit détail discret. De l'ordre du clin d'œil. C'est en combien de parties l'exposé? 15. C'est quand? Tu me dis quand c'est la partie sur la caverne de Platon, là. tu me dis Mais en tout cas, ce petit clin d'œil qui est au début de Grave, caché derrière Justine, c'est un tag rouge sang qui attire le regard. Junior is dead. Junior, c'est le court-métrage qui précède Grave. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Toujours pas. Je vous invite à le voir. Et on y suit, je vais vous faire un petit résumé, je ne suis pas un monstre quand même. On y suit Junior, le surnom de Justine, déjà interprété par Garance Millet. Et Junior rentre au collège. Son corps change et surtout le regard des autres. Ses camarades, reproduisant des codes sociaux très ancrés, cessent de la voir comme Junior, mais comme Justine, une fille et tout ce qui doit aller avec ce mot. La dysmorphophobie, un mot compliqué à prononcer, est ici symbolisé par une métamorphose en créature insectivore.
Et en tout cas, Junior, même si c'est pas nécessairement la suite, en tout cas Grave, c'est pas la suite directe de Junior. Junior est mort dans Grave, en tout cas, pour laisser la place à Justine. Ah, voilà. ok. Tu veux dire que c'est thématiquement relié. C'est thématiquement relié, absolument. Absolument. Et je vous refais un petit résumé, même si ton résumé était en vrai très bien. Je trouve très bien. Non. Justine sort du lycée. Elle n'a pas 15 ans. Elle en a 16 et demi. Le mec odieux. Mais oui, horrible. Pour commencer ses études en médecine vétérinaire, elle est visiblement très proche de ses parents, végétarienne et studieuse. Plusieurs ancrages qui vont bientôt s'effondrer. Logée dans le meilleur campus du Crous belge, pas loin de sa sœurette Alexia, interprétée par Ella Rumpf, qui est élève en 2e année. Le calme relatif lié à son arrivée avec ses parents tout poupis vole en éclats lorsque débute l'intégration, le bizutage dont tu parlais, des premières années. L'ingestion forcée d'un foie de lapin, suivi d'un petit shooter, déclenche chez Justine une forte crise d'urticaire et un appétit irrépressible pour la chair humaine. Grave, c'est la 4e fois que je le vois. C'est la 4e fois que tu le cites. Et je ne sais pas si vous vous en doutez, mais j'aime beaucoup les films de Julia Ducournau. C'est pas vrai. Si. Ah ouais. Je trouve qu'elle aborde, en mêlant violence, subtilité et douceur, des thématiques qui me sont chères et que je retrouve dans plein de films que j'aime beaucoup, comme It Follows ou Virgin Suicides. C'est reparti. C'est reparti. À l'intérieur de Léo, il y a un petit cœur d'artichaut qui s'est... Et oui. Vraiment exactement. en artichaut. En tout cas, dans Grave, et c'est valable aussi pour d'autres de ses films, la condition monstrueuse de Justine peut, je trouve en tout cas, être vue comme une conséquence directe de l'imposition de normes sociales violentes, excluantes, et qu'on devra apprendre à répéter à son tour. C'est par exemple le principe même du bizutage, et la sœur de Justine, Alexia, a très bien intégré ces valeurs. C'est même elle qui force sa sœur à manger de la viande crue, sachant qu'elle est végétarienne, et qu'elle est évidemment au fait de la condition qui va découler de cette ingestion de viande crue. Grave dépeint, ça c'est pareil, je trouve aussi un environnement social extrêmement malveillant, toxique, je pense que tout le monde trouve, j'espère, et qui est supposé devenir la nouvelle norme des étudiants et des étudiantes. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce bizutage, mais moi perso je trouve que c'est une des parties les plus horrifiques du film, en tout cas sous-jacente, quoi. C'est hyper violent et j'ai jamais fait médecine, mais j'ai toujours entendu que, surtout dans les, peut-être que Thomas tu pourras témoigner. Tu peux relater ça. J'ai toujours entendu que dans les facs ou écoles de médecine, c'était les bizutages les plus intenses, quoi. Ouais, il y a je vais pas, mais ça remonte, hein. Mais j'ai en 1976. J'ai vécu des trucs un peu similaires. Dans les mais que j'ai esquivé parce qu'à l'époque j'avais eu la bonne idée de me péter la jambe et donc en fait j'étais plâtré et donc j'ai fait une partie de cette intégration dans le plâtre. Donc il y a plein de trucs auxquels j'ai échappé grâce à ça. Mais ça m'a rappelé la première fois que je l'ai vu, ça m'a rappelé des trucs, des traditions qui avaient encore la peau dure à l'époque. J'espère que maintenant ça a changé. Je pense que oui. J'espère aussi. En tout cas, on en voit beaucoup de ces traditions destructrices dans le film. Là, c'est un petit trigger warning, mais il y a des scènes qui nous sont montrées qui parlent de grossophobie, de normes de genre, de misogynie, d'homophobie, de remise en question du consentement, de boulimie aussi, de torture animale, d'épilation forcée, de tabagisme, d'alcool à outrance. Voilà. C'est cool, non ? Pour moi, c'est ce qui est le plus horrifique, l'épilation. Ouais, cette scène pire scène. Meilleure scène. Ouais. Meilleure et pire. Oui. Je ne sais pas. Ouais. Oui, avec sa russe là. Oui. Avant le petit doigt. Avant le petit doigt. Oui, la scène. Le spoil. La scène du cure-dent là. Si je bouffais. Mais en fait, le caractère monstrueux du coup que prend Justine au fur et à mesure du film, en tout cas, nous dans notre attachement empathique, il est complètement contrebalancé par ce qu'elle subit. Et en fait, toutes ces vices qui lui arrivent, ça crée un lien très très fort avec nous, je trouve, en tout cas aussi. Et t'en parlais aussi très bien sur le fait de se projeter dans le personnage et les personnages. Pour moi, c'est une grande force du film, en fait, de te montrer toutes les violences qu'une personne peut subir, les injonctions sociales, etc. Ça te crée forcément une empathie, en fait, et du coup, tu peux construire quand même
un personnage de monstre à partir de ça, et quand même arriver à garder l'empathie de nous, spectateurs et spectatrices, quoi. Bah oui, on l'aime bien, Justine. Quand même. Bah oui, de ouf, ouais. C'est un film aussi qui parle du poids des secrets familiaux, de l'hérédité. Et Justine se retrouve seule à se charger d'un fardeau que ses parents lui ont laissé et lui laissent volontiers. Après, je dis seule, pas vraiment, puisque sa sœur est dans la même situation. Mais c'est une relation assez complexe qui nous est dépeinte, faite de beaux moments de soutien et de compréhension mutuelle. Oui, il y a une assez belle sororité. Ouais, de ouf. Ouais, je trouve qu'il y a une scène qui est assez déchirante entre les deux. La scène, c'est vers la fin du film, quand elles sont toutes les deux dans la cour, qu'elles se battent entre elles et qu'elles se mangent presque. Ouais. Et je trouve que cette scène est hyper violente parce que c'est deux sœurs. Je veux dire, elles ont vécu sous le même toit. Et là, elles sont en train de se manger littéralement aux yeux de tout le monde. Enfin, il y a toute la cour qui les regarde et ça, je trouve ça assez violent. Mais en même temps, c'est assez beau. Enfin, y a un truc. Mais c'est assez, c'est très poétique. C'est très poétique. Ouais. Mais non, c'était assez dur à regarder, je trouve. Oui, parce qu'elles partent toutes les deux à la fin de la scène et puis elles se soignent leurs plaies. Elles sont dans un état second et après se lavent et tout. Wow. Et ça durera jusqu'à la fin, même après des actes absolument horribles du coup commis par sa sœur. Et elles finissent quand même par partir ensemble, et il y a cette scène du parloir à la fin que je trouve aussi super belle. Et en tout cas, le résultat de tous ces parcours de vie brisés, de la monstruosité et de la possibilité d'une utopie pour succéder à la violence, ça fera partie des thèmes abordés par Julia Ducournau après dans Titane. Voilà. Il a dit. Le T-word est lâché. Le T-word est lâché, et je finirai ma petite chronique là-dessus. Voilà, oui, d'accord. Petite chronique. Ouais. Mais surtout, Titane, il y a un nom de personnage qui est encore en lien avec Grave. Ouais. Parce que dans Titane, elle s'appelle Alexia, l'héroïne. Bah, d'ailleurs, elle ressemble beaucoup plus à Alexia, la sœur de Justine dans Grave, que à Justine. Et de toute façon, Julia Ducournau, ça, elle l'assume complètement. Hein. Elle dit qu'elle aime beaucoup cette idée de lien de parenté entre ses créations. D'accord. Ouais, c'est pour ça. Bah, ça marcherait très bien à regarder ensemble. Mais je veux dire, est-ce que ça va au-delà d'appeler des personnages de la même manière dans le film ? Oui, ça va au-delà. Ouais, c'est thématiquement relié. Enfin, c'est ce que tu t'expliquais avec cette histoire d'utopie qui succède à la violence et tout ça. Ouais. Moi, c'est pas. Moi, j'aime beaucoup Grave. Mais en fait, et je trouve ça très bien joué. Bon, après, c'est pas bien de dire ça comme ça parce qu'on a l'impression que ça fait que je lui reproche d'être calculatrice et tout. C'est pas du tout ça. Mais en fait, je pense qu'il a bien marché parce que c'est des films qu'on n'avait pas l'habitude de voir en français. Enfin, tu vois qu'il y a un côté comme ça. C'est des films francophones qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qu'on n'avait quasiment jamais vu. Après, et je pense que Julia Ducournau, je l'ai entendu déjà en parler, elle s'en cache pas du tout. Hein. C'est quand même très emprunté à Cronenberg. Oui, mais plein d'autres choses aussi. On en parlait vite fait récemment, mais elle cite aussi, par exemple, Claire Denis, tu vois. Donc, elle emprunte à plein d'endroits différents pour faire passer un discours à elle qui est assez radical, je trouve, plus radical même que certains des cinéastes qu'elle cite. En fait, ce qui est original avec Julia Ducournau, c'est qu'elle sort de la Fémis, que tout le monde connaît, et qu'elle sort Grave, qui... Moi, je me souviens, c'est sorti, je me suis dit, mais genre, en France, on fait des films comme ça, tu vois. Ensuite, il y a eu Titane, qui a eu la Palme d'Or, mais c'était assez incroyable de voir. Moi qui ai suivi un parcours, j'ai pas fait une école de cinéma, mais j'étais dans un parcours un peu qui voulait aller vers ça, et en fait... Je me suis dit, waouh, mais c'est complètement anticonformiste de nous balancer Grave après avoir fait la Fémis. Enfin, c'est un gros doigt d'honneur à ce que tu penses de la Fémis, ce que tu imagines d'une grande école comme ça de cinéma. Et je trouve ça assez incroyable pour ça. Après, le film en soi, moi je l'aime beaucoup. Je trouve que ce dont tu n'as pas parlé là, c'est le mot grave en fait, qui est assez mal traduit finalement, raw, cru, mais ce qui est, oui, d'accord, mais en fait grave est beaucoup plus grave en français parce qu'en fait elle redonne un sens à ce mot qui, je pense, a perdu de son sens. Peut-être qu'on l'utilise trop mal aujourd'hui, et là on repart au sens physique du terme grave, qui est quelque chose de lourd, d'important, et là dans le film d'ailleurs ce terme il est utilisé une seule fois
avec Adrien, qui est son colocataire, à Justine, et il lui dit non, mais c'est juste pour savoir si t'es dans un délire SM ou si c'est plus grave que ça. Elle sort de la pièce, assez vexée, elle revient et elle lui dit c'est grave. Et en fait, moi je trouve que le film il est incroyable pour ça. Il y a vraiment en mode ok, grave, ça veut dire quoi, tu vois. Bon, il y a évidemment une histoire de cannibalisme et tout, mais je pense que c'est pas vraiment ce qu'elle a voulu dire. Et cette pulsion de... On a tous mordu dans notre bras ou dans le bras de quelqu'un à un moment donné, et on a tous eu envie de mordre très très fort, plus fort que ce qui est permis, parce que la douleur nous arrête à un moment donné. Et elle est allée au-delà de ce truc-là de... Il y a quoi après, quand ça fait vraiment trop mal, tu vois. Et elle est allée au-delà de ça. Tout à fait, et puis c'est un film... hyper féminin et féministe, même dans sa conception, c'est elle, Julia Ducournau, elle engage énormément de femmes, elle fait des plateaux très féminins et ces actrices, elle les respecte énormément. Je trouve que ça se sent en fait dans la façon dont elle les dirige, parce que ces actrices, elles sont pas âgées du tout, quoi. Et porter un film pareil avec autant d'intensité, c'est quand même une immense prouesse, quoi. Moi, je trouve que c'est je me souviens très bien quand je l'ai vu la première fois, et là, quand je l'ai revu, c'est quand même très efficace, quoi. Il y a plein de choses, moi, que je reproche au film. Je trouve que en termes d'écriture, il y a des trucs un peu brinque-ballant. On sait pas trop où ça veut aller, etc. Mais en fait, j'aime bien ça, je crois. J'aime bien ce côté dans une direction où tu comprends pas trop vers où ça va. Et en même temps, c'est quand même, ça fonctionne bien, quoi. C'est vraiment un récit d'émancipation, quoi, d'un personnage qui est présenté au début comme juste la fille de ses parents et qui, au fur et à mesure, devient vraiment Justine avec tous ses désirs, etc. Justine, qui est quand même le personnage du Marquis de Sade. Enfin bref, on digresse. Oui. Et puis, dernière chose, il y a quand même un des sons que j'adore dans le film, c'est Horty. Plus pute que pute. Oui. Et moi, Horty, j'écoute ça beaucoup. C'est quoi je m'en fous du 69, je préfère le 666. Allez, drop the mic. Non, mais moi, on pourrait croire que je suis pas fan du film. Hein. Attention, je le trouve super, je l'ai vu 4 fois. Haters gonna hate. T'es pas aussi fan que Léo, de toute façon. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais embrayer là-dessus. Je ne suis pas aussi fan que Léo. Et non, en particulier, moi, j'ai un peu plus de mal avec Titane. J'aime moins Titane que je n'aime grave, parce que parce que je suis un peu un bourrin, je suis un peu comme Neil Marshall en fait. Mais moi j'aime bien l'efficacité qu'il y a dans Grave, dont tu parlais. On retrouve moins dans Titane, et je trouve que Titane est un peu moins tenu. Ouais, mais on pareil, déjà parlé. c'est assez libre dans la forme que ça prend. T'es en train de l'emmener sur Titane. Oui, non, c'est interdiction. Léo, là c'est le moment où nous on parle entre nous, et toi en fait tu vas retourner sur tes threads Reddit de complotistes platistes qui pensent que Julia Ducournau est à l'origine du Big Bang et compagnie là. Il y a 13,8 milliards d'années. Un rayonnement. Puis Julia. Par contre, si vous voulez vous taper un kiff, vraiment, je vous invite à voir peut-être pas les 3 métrages dans l'ordre chronologique, mais en tout cas à les comparer et à les faire fonctionner ensemble. En tout cas, à les regarder en pensant. Tu parles de Junior, du coup. Les uns aux autres, ouais. Junior, les regarder sur 3 écrans séparés en même temps. En même temps, exactement. Et si vous regardez les deux, le premier et le dernier à l'envers, et ben en fait, ça fait celui du milieu, mais à l'endroit. C'est incroyable. À un moment, il y a un animal qui dit Léo. Je vous jure. Le mec est arrivé quand même, il nous a dit en fait, j'ai une théorie à vous exposer sur les 3 films. J'en ai parlé à une pote et elle était d'accord avec moi. T'es arrivé vraiment, mais avec les yeux de la folie, quoi. Genre, il faut que ça s'arrête. J'espère que là, ton catharsis est terminé. Hein, oui, je pense. Elle a pas fait de film encore. J'ai hâte qu'elle en sorte et qu'on aille au cinéma avec Léo. Et là, on vous fera un enregistrement de ses réactions. Non, mais il y aura une saison entière. Mais pour Mathis, pour que tu comprennes, c'est un peu comme toi avec Rihanna, tu vois. C'est vraiment un truc genre il attend. Ouais. Mais genre il a un hôtel chez lui dédié à Julia Ducournau. Il allume une bougie chaque jour. Je comprends. J'ai ça avec Rihanna. Voilà. Mais toi, t'en es à combien de bougies avec Rihanna, parce que 9, chaque année j'en allume une. Ça fait 9 ans qu'on n'a pas d'album. Donc, oh non. On a du make-up. Et on a des culottes et des glosses, ouais. Et des enfants. Et voilà, et 2 gosses, bientôt le 3e. Voilà, donc Grave, Rihanna.
même combat. On va terminer cette émission. Mais moi, je suis dans. Tu sais, moi maintenant, je suis dans le PAF. Hein. Je veux dire, dans le PAF. Moi, Arrête, je suis Michel Drucker maintenant. Mais Jean-Luc Reichmann, quoi. Ouais. C'est bon. Voilà, je termine. C'est la question co. La question in. Est-ce que tu tortures des chevaux comme Nagui? Nagui, torture des chevaux. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais moi moi non plus. Attendez, On va se taper une plainte pour diffamation. Enfin, bref. C'est Reddit encore ou quoi? C'est Twitter. C'était une. C'est plus fiable. C'était une fausse rumeur quand il y avait les chevaux torturés en France. Des gens qui avaient dit que c'était Nagui. Et je trouve ça très drôle. C'est hilarieux. Bon, Mathis, merci. 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 Oh là, les applaudissements. Merci à vous. J'ai eu l'impression d'être complètement conne à côté de vous aujourd'hui, parce que je vais vous parler été parfait. Écoutez, moi j'avais mon analyse et mon regard d'un gars qui regarde des films dans son canapé. Vous étiez là, vous riez aussi, Hitchcock et tout. Moi, mes rêves, c'est le nom du réalisateur. Non, mais moi, je vous rappelle que mes rêves, c'est Les Anges, Vida Turner et Hollywood Girls, quoi, avec Jenny G. Eh ben, ça, c'est un vrai film d'horreur, par exemple. Si on avait envie de se taper ça, on pourrait le faire. Mais eh bien, c'est le prochain épisode. Et on aura un épisode sur les anges de la télé-réalité. Je pense qu'il faudrait que... Non, mais sur Hollywood Girls. Parce que là, c'est scénarisé, écrit, enfin, c'est comme un film. Hollywood Girls, c'est hilarant. Ouais. Tu peux... je sais pas si tu sais faire... comment ça s'appelle ouais. Mais calme-toi, chérie. Tu sors de mon bureau. Tu sors de mon bureau tout de suite. C'est exceptionnel. Et avant de se quitter, on va se recommander ce qu'on. Je sais plus comment. Je sais plus expliquer l'émission. On va se raconter ce qu'on a fait dimanche dernier. Et je commence par Lola. Oui, bah moi je vous ai déjà un peu spoilé mon dimanche dernier. Ou ce qu'on fera dimanche prochain. On repart sur Psychose avec Ed Gein. Non, moi du coup j'ai acheté le roman graphique de Harold Schechter et Eric Powell. Donc Ed Gein, autopsie d'un tueur en série. Les dessins sont sublimes. L'histoire est dégueulasse. Mais voilà, moi c'est ma petite reco. Brice m'a sorti après parce qu'il voyait bien que j'étais déprimée après avoir lu cette BD. Mais ça vaut le détour. C'est un personnage qui a vraiment existé et qui a inspiré bon nombre de méchants dans les films. Norman Bates entre autres, mais pas que. Et voilà, c'est vraiment un roman graphique super. Et les dessins, ils sont beaux? Oui, je l'ai dit. Ah oui. Ouais, c'est très beau. Cool. Je peux enchaîner Lola derrière, parce que moi j'ai une reco qui va suivre un peu la tienne. Moi j'ai acheté et lu une BD qui s'appelle Night Eaters. Il y a le premier tome qui est sorti. Ouais, Les Mangeurs de la Nuit. Il y a le premier tome qui est sorti, qui s'appelle Elle dévore la nuit, c'est chez Delcourt, et c'est dessiné, scénarisé, je ne sais pas qui dessine, je ne sais pas qui scénarise, par Marjorie Liu et Sana Takeda, qui sont deux américaines, je crois, qui sont à l'origine d'une série de BD qui s'appelle Monstress aussi, enfin Monstre avec 2 S à la fin, je ne sais pas comment on dit. C'est super bien, enfin Night Eater, c'est super bien, ça fait peur. Donc voilà, c'est un peu horrifique. Les psychopathes. Mais tueurs en série. Non, mais c'est fantastique. C'est une histoire de maison hantée. Donc c'est vraiment. Il y a des fantômes ou pas? Parce que Mathis il aime bien. Ouais, il y a des fantômes. Les films d'horreur, les BD d'horreur, Mathis. Et c'est vraiment, c'est vraiment trop bien. Je suis tombé dessus par hasard et voilà, c'est super bien. Voilà. Bon, Camille. Oui, alors moi, reco plus simple, je vais vous inviter à, si vous le souhaitez, aller regarder le documentaire en plusieurs parties sur DJ Mehdi. Ah, DJ Mehdi, Made in France. Mais oui. DJ Mehdi, Megastar. Trop bien. Moi, j'adore Kerry James, alors évidemment, DJ Mehdi, ça va avec. Et puis, Signatune, Belsen's Breakdown, enfin bref, génie absolu de la musique. Une vie de ouf ce mec. Ouais, alors j'ai pas tout regardé, mais en vrai j'ai pas regardé un épisode entier. Genre j'ai vu des épisodes, j'étais occupée à faire d'autres choses, mais bon, bref. Et c'est vrai que il faut se renseigner sur ce gars parce que c'est vraiment c'est le gars qu'on connaît tous sans le savoir et c'est vraiment ouf. Et le clip de Signatune, pareil, c'est quand même ça reste ancré ça. Il est trop bien. Ouais, et puis le son. Ouais, le son c'est incroyable. Donc voilà, DJ Mehdi. Ouais. Mathis.
Reco. Alors moi, c'est beaucoup moins culturel que vous. T'inquiète, Lola a recommandé les pastèques et les melons, donc tu peux y aller. Eh ben écoutez, restons dans la food. On est officiellement en automne. Ouais. Qui dit automne dit pas encore Maria Carré, mais dit raclette. Ah oui. Donc dimanche prochain, bien sûr que oui. J'ai envie de regarder, de bouffer une raclette. Regarder une raclette. Non, mais ça se regarde. En regardant, puisqu'on est un peu là pour parler de films. Je sais pas si vous avez vu sur Netflix en ce moment la série Monstre. Ah non. Il paraît que c'est trop bien, mais ça. Il paraît que c'est vachement bien. Voilà, en fait, ils avaient fait sur Dahmer, et là, ils sont en train de faire sur Eric and Lyle Menendez. Je suis en train de regarder en ce moment. Donc, voilà. Donc t'aimes bien quand même un peu les trucs glauques, quoi. Les true crime. Ouais, c'est histoire de crime, donc c'est très grand public. T'aimes bien quand même. Mais en fait, je suis fan de films d'horreur. Je suis une arnaque. C'était Dark Side. C'est mon côté complètement barge. Par contre, tu as bouffé une raclette dimanche pro, sérieux. Bah allez, viens à la maison. Ouais, okay. On regardera Eric Menendez. Voilà, petite reco, petite série qui se regarde bien. Ça s'appelle Monstre. Mais série raclette, c'est le meilleur truc en vrai. Voilà. Avec une série de true crime, c'est parfait. Ouais. Voilà. Ouais. Par contre, du bicarbonate après, pour digérer. Léo. Oui. Bah oui, Léo. C'est à moi. Ouais, il est surpris à chaque fois que je lui demande. J'ai l'impression que le gars a jamais participé à un épisode. C'est le dernier là, en vrai. On a tous dit donc. Je peux vous faire attendre. Non, moi, j'ai joué à un super petit jeu vidéo indé français récemment. Je suis sûr que je connais. Caravane Sandwich. Mais oui, Caravane Sandwich. Sandwich, comme sorcière des sables. Et voilà. Du post-apo provençal. Pas le sandwich Caravane. Non, pas Caravane Palace non plus. Pas Caravane de Raphaël. Non, pas Caravane. Oui. Surtout pas Caravane de Raphaël. Dans cette caravane. Absolument pas. Et nous partons. Allez, viens. J'ai flanqué ma reco. C'est lui qui fait la BO du jeu, je crois. Oh non, la BO du jeu est super en plus et c'est pas Raphaël qui l'a fait, je vous jure. Ah dommage. Mais c'est un petit jeu post-apo, mais tout doux, sans pression, sans mort, sans combat, etc. Avec des petites énigmes. Je sais pas pourquoi ça me gêne quand tu dis post-apo tout doux. J'ai l'impression que je sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression que je vais faire. Moi j'ai envie de caresser mon MacBook. Post-apocalyptique. Oui, c'est science-fiction, post-apo. C'est un monde qui est en train de mourir à cause de la surexploitation. Et on doit mettre à jour les énigmes et les mystères de ce monde et retrouver accessoirement sa sœurette disparue. Et un sandwich. Il y a des sandwichs. Le dernier. Il y a des sandwichs triangles dans le jeu. Ce n'est pas une blague par contre. Avec le pain suédois. Non, par contre, la protagoniste s'appelle Sauge, je crois. La protagoniste s'appelle Sauge. C'est une enfant du 10e, apparemment. Sauge. Non, mais en vrai, je vous jure que le jeu est trop mignon, il vaut grave le coup. Moi, ça faisait longtemps, ça m'a réconcilié avec pas mal de jeux narratifs aussi, avec le fait d'abandonner tout ce truc de skills dans le jeu vidéo et de juste jouer à des jolies histoires avec des jolis personnages et de passer du bon temps. Donc voilà, je vous recommande chaudement Caravane Sandwich. C'est un jeu qui te ressemble. Oui. Post-apo tout doux. Post-apo tout doux. On se fait talquer les fesses. Post-apo tout doux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est super. C'est comme ça que nous terminons le podcast. Un coup de talc sur la nuit, c'est bonne soirée, messieurs. Et sur ce, Mathis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien, sur ces belles paroles. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram et maintenant YouTube. Ah oui. Mathis Laure, sans H, puisque mon père l'a oublié au moment de m'inscrire à la mairie à la naissance. Donc, c'est vrai. MATISTOR, c'est une histoire vraie. Ah oui. Voilà. J'allais te demander. Ça ne s'entend pas, alors pourquoi le mettre, tu vois. C'est bien sûr, c'est beaucoup plus original et beaucoup plus joli. Mathis Store, MATISTOR. Voilà. Et puis, voilà, on retrouve Sylvie, son cardigan, tout ça, c'est marrant. J'ai regardé, c'est cool. Merci. Voilà. Hésitez pas à aller voir. Et puis, continuez à nous suivre sur les trucs, là, Spotify. Les réseaux, Apple il vient de le Podcast. dire. Mathis vient de te faire le. Mais nous, c'est pas fax. Exactement. Sur les plateformes d'écoute, voilà, mettez des étoiles. Sur MySpace, mettez un like et on renvoie un com en retour. Voilà. On peut refaire la blague copain d'avant pour la 1000e fois. Ouais, on est aussi sur copain d'avant. Bon, allez, merci de nous avoir écoutés. Et merci Mathis. À dans 2 semaines. Merci Mathis. Merci Mathis. Bisous, ciao. Ciao.